Du coup, je vous propose qu'on démarre officiellement. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Marie, je suis conseillère en parcours professionnel. Je travaille au collège doctoral et notamment au sein du PhD Career Center. Ma mission principale sur ce pôle carrière, c'est vraiment de pouvoir recevoir les doctorants et les jeunes docteurs en entretien individuel pour les aider à réfléchir sur leur parcours professionnel et sur ouais, les aider à préparer la poursuite de carrière après la thèse. Donc ça, il faut pas hésiter si vous avez besoin à m'envoyer un mail et on prend un rendez-vous simplement pour échanger ensemble autour des questions que vous pouvez avoir. Et dans le cadre de mes missions, j'organise aussi des webinaires, donc ce qui est le cas aujourd'hui avec Laurent Machelin. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux doctorants et aux jeunes docteurs que vous êtes de pouvoir avoir des informations qui viennent directement du terrain, de manière à ce que vous puissiez avoir des informations les plus concrètes possibles, puisque c'est hyper important quand on veut préparer son projet professionnel, d'avoir des informations, je dirais, qui correspondent à la réalité de ce qui se passe dans les entreprises. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on fait un focus sur les métiers de la data science. Et donc, on a le plaisir de pouvoir recevoir aujourd'hui Laurent, que je vais laisser prendre la parole et expliquer qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là et dérouler un peu toutes ces informations qu'il a à partager avec vous aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle, pour que ça fonctionne bien, ce webinaire, pour que ce soit bien interactif, n'hésitez pas à poser vos questions. On propose de les écrire dans le chat et puis on essaiera de les traiter au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je passe la parole à Laurent. C'est mon tour. Merci, merci Marie. Bonjour, bonjour à tous. Avant de me présenter, effectivement, voilà une petite remise en contexte. Ça fait quelques années qu'on travaille avec Marie, avec l'UGA et le Career Center pour voilà faire cette présentation, ce webinaire autour des métiers de la data science, qui représente un intérêt pour un certain nombre de docteurs, de doctorants, doctorantes, quels que soient les domaines d'activité, et qui représente aussi un débouché assez fort pour les PhD en général. Euh, Juste un petit point d'attention, c'est pas un webinaire sur la data science, c'est pas une formation sur la data science, mais plus un éclairage sur les atouts que peuvent avoir les docteurs en général sur ce type de métier et également sur les critères de recrutement, les besoins que peuvent avoir des recruteurs sur ces métiers. Donc rapidement, comment ça va se passer? L'idée, c'est de prendre une petite heure de présentation. Comme disait Marie, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, écrivez-les dans le chat et Marie se permettra de m'interrompre pour rendre un peu plus, pour donner un peu plus d'interaction dans la présentation. Je vais faire une rapide présentation de RD2 Conseil et de moi. Ensuite, on passera plutôt sur les métiers de la data. Voilà, de quoi on parle quand on parle. Voilà, il y a beaucoup de sémantique, beaucoup de termes autour des métiers, data scientist, analyste, architecte, ingénieur, etc. Donc, faire un petit focus et vous donner quelques clés pour aller aussi de votre côté chercher l'information et pouvoir vous positionner. Quelles compétences du docteur? Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir verbaliser, valoriser les compétences, notamment sur ces métiers de la data et comment vous rendre visible. Et là, on parlera notamment de l'aspect réseau, marché caché, etc., qui est extrêmement important, notamment quand on est sur une forme de réorientation de son métier. Donc moi, je suis Laurent Machelin, je suis le fondateur de RD2 Conseil que j'ai créé en fin 2013. Et grosso modo, nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé sur les profils de docteurs, de jeunes docteurs.
Donc rapidement sur mon parcours, en fait, moi je viens du monde du financement de l'innovation, où j'accompagnais les entreprises dans la recherche de financement, notamment le montage de dossiers type crédit d'impôt recherche, type projet européen ou à l'époque, ça s'appelait Oseo, maintenant c'est la BPI. Et de cette expérience est né le constat de la méconnaissance qui pouvait exister entre les entreprises, les recruteurs et les chercheurs au sens académique, donc les personnes issues de la recherche académique, les docteurs, doctorants. Euh, une méconnaissance qui cachait probablement un intérêt aussi sur le recrutement. Et lorsque intérêt il y avait, je constatais la difficulté pour les entreprises d'aller identifier les laboratoires, identifier les personnes, savoir comment les trouver, comment les chercher. Du coup, RD2 a été créé à la suite de ce constat d'une méconnaissance, d'un intérêt mutuel et d'une difficulté à aller identifier des profils de docteurs et de faire le lien et le décodeur entre le monde de la recherche privée et de la recherche académique. Donc, concrètement, qui on est, comment on fonctionne? On est un cabinet de recrutement. C'est pas RD2 qui va recruter. On n'est pas une société d'ingénierie. On va juste, entre guillemets, faire l'agence matrimoniale et à partir des besoins exprimés par nos clients qui sont les entreprises qui ont des activités R&D, qui cherchent à recruter des docteurs pour renforcer leurs projets de recherche et développement. Elles vont nous mandater, faire appel à nous pour pouvoir effectivement aller identifier, sélectionner, présélectionner des profils. On va intervenir principalement auprès de petites structures, donc des PME, des startups, des TPE, avec des activités de recherche assez fortes qui vont nécessiter d'intégrer des compétences et des profils de docteurs dans tous les domaines d'activité. Voilà, on a fait recruter, je pense, dans une cinquantaine de thématiques, la chimie, la biologie, les sciences de la santé, les sciences sociales, mais avec un focus depuis qu'on existe depuis une dizaine d'années assez fort sur les métiers de la data au sens large, l'informatique, l'intelligence artificielle, qui représente plus de 50% de nos recrutements depuis 10 ans. Et donc effectivement avec un focus sur le profil de jeunes docteurs qui jusqu'à peu bénéficiaient d'une incitation forte. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve autour des discussions, de la législation autour du crédit d'impôt recherche. Mais voilà, si vous ne connaissez pas ce dispositif, je vous invite à rester un peu attentif parce que ça peut être un argument assez intéressant pour des entreprises. Notre fonctionnement, comme je vous disais, on va partir du besoin de l'entreprise, les besoins techniques, scientifiques, prendre connaissance du mode de fonctionnement global de l'entreprise pour ensuite aller rechercher, sourcer, identifier, présélectionner des candidats. Pour ça, comment on va fonctionner? On va effectivement partir d'une base, d'un vivier, des candidatures spontanées, des CV qu'on va recevoir, de bases de données de jeunes docteurs qui peuvent exister. On va également étudier les plateformes d'emploi type APEC, Cadre Emploi, France Travail qui peuvent donner accès à des profils et à des candidats. On va rechercher sur les sites académiques, donc ça va être la démarche plutôt chasse de tête, d'essayer d'identifier sur test.fr, sur l'ADOM, dans les laboratoires, les annuaires, etc., qui travaillent sur quelle thématique et croiser généralement avec les réseaux sociaux et les informations qu'on peut avoir, par exemple sur LinkedIn. Tout ça pour nous permettre d'échanger avec des potentiels candidats, de les proposer, et une fois que le recrutement a lieu, suivre l'intégration du docteur après le recrutement, et donc effectivement vérifier et avec les candidats recrutés et avec les entreprises, les managers, que tout se passe bien d'un point de vue technique, scientifique et humain durant la phase d'intégration. Si on rentre un peu plus dans le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, donc comme je vous disais, voilà, ça depuis 10 ans, depuis même 2013 et la création de RD2, beaucoup d'entreprises nous ont contactés, mandatés pour leur trouver leur data scientist. Voilà.
on va y revenir plus tard sur la terminologie, mais de façon générale, c'est vrai que le docteur, du fait de son expertise technique, scientifique, métier, va plutôt être positionné sur des rôles de data scientist. Ce qui est intéressant déjà, si on rentre sur ces termes et sur l'identification des métiers, on en a sur cette slide quelques-uns. On voit que finalement, la plupart du temps, les métiers et les spécialistes de la donnée sont pas forcément placés sous la direction de l'informatique et de l'IT, mais sont généralement intégrés directement dans les départements métiers, où l'idée c'est d'apporter de la valeur. La direction informatique va apporter de la donnée sous un angle plus ou moins formalisé. Le rôle des experts de la donnée, analystes, scientists, etc., va être de pouvoir interpréter et apporter de la valeur à l'entreprise à partir de ces données. Les tendances du recrutement, comme je vous disais, depuis 10 ans, on a des demandes de docteurs en data et on peut voir que voilà, les tendances ont plutôt vocation à montrer que c'est des métiers d'avenir, toujours avec le vent en poupe. Là, les dernières estimations et statistiques que j'ai pu collecter montrent que en 2023, on était sur une augmentation et toujours à deux chiffres du nombre d'emplois, que ce soit du data analyst, du data scientist, du data engineer. Les entreprises sont toujours avides et j'allais dire même des entreprises qui sont finalement pas des entreprises IT. J'ai souvent l'occasion de dire que parfois, justement, dans mes recrutements, j'ai des entreprises du secteur de la santé ou du secteur du marketing qui viennent vers moi où je me dis, ben, voilà, finalement, ils vont peut-être chercher quelqu'un dans la biologie, dans la biotech ou dans les sciences sociales. Et c'est pas rare, effectivement, d'avoir des sociétés qui se, qui demandent et qui ont besoin de docteurs et qui vont finalement avoir besoin de docteurs non pas forcément dans leur métier, mais dans le domaine de la data, en biotech, en bioinformatique, d'essayer de se rendre compte que il y a de la donnée, il y a beaucoup de données, beaucoup d'informations, et que finalement c'est intéressant pour ces entreprises de faire parler les données et d'apporter de la valeur à partir de ces analyses. Si on essaye de découper très simplement, alors voilà, il peut y avoir des subtilités. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de donner un panorama assez simple, mais en même temps assez explicite sur les différents métiers qu'on peut retrouver et le positionnement potentiel des docteurs sur ces métiers. Grosso modo, si on suit la chaîne de traitement depuis l'aspect collecte de la donnée jusqu'à l'aspect visualisation pour les clients, on peut voir qu'on a un grand axe initial sur l'aspect récupération des données. Donc le data engineer va vraiment être en amont de la chaîne, récupération des données qui vont venir des capteurs, de l'IoT, qui vont venir de données brutes, de données structurées, de PDF, du web, etc. Et finalement, l'ingénieur data va avoir pour rôle justement d'être au début de cette chaîne pour mettre en place des outils de collecte et de pré-traitement de la donnée. Ensuite viendra plutôt l'aspect architecture, comment mettre en forme dans des outils, dans des bases de données, dans des systèmes de gestion de ces bases de données, pour derrière permettre à des analystes de la donnée d'en tirer l'information, euh, voilà, par des méthodes potentiellement soit statistiques, soit allant jusqu'à des méthodes d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, avec in fine l'aspect visualisation. Est-ce que c'est bien beau de mettre en place des modèles, des algorithmes de traitement de la donnée? Le bout du bout, c'est vraiment de pouvoir comprendre et extraire l'information pertinente et de l'exprimer
par rapport souvent à des non-experts et d'avoir cet aspect de vulgarisation et de visualisation de la donnée. À chaque étape, data engineer, analyste, architecte, visualisation, effectivement, on aura des outils spécifiques qui sera important d'avoir en tête et de pouvoir mettre en avant, notamment si vous devez postuler demain. Et au milieu de tout ça, il y a un métier qui va finalement regrouper l'intégralité. Le data scientist, tel qu'on l'entend, aura notamment ce positionnement d'être capable de gérer la chaîne de bout en bout, depuis l'aspect de collecte, d'identification, de traitement, d'architecture, d'analyse et de visualisation des données. Donc, c'est vrai que on va dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont finalement confondre un peu les termes et qui vont rechercher du data scientist qui aura plutôt une tendance data analyst, machine learning engineer, mais dans les offres d'emploi que vous allez regarder, scruter, essayer d'identifier quel positionnement recherche l'entreprise. Est-ce que c'est un data scientist qui finalement va devoir avoir l'ensemble des compétences de la chaîne de valeur de la donnée, ou est-ce que ça va être un data scientist qui va être finalement plus spécifiquement axé sur l'aspect analyse, algorithme de modèle, voire intelligence artificielle. Laurent, on a une première question, du coup, de savoir si le data scientist c'est plutôt un manager et qui est, de savoir du coup, est-ce qu'il fait ses analyses lui-même ou pas? Alors, je vais répondre dans les trois slides qui viennent, qui donnent une description un peu plus précise justement de chaque métier. Ok. Euh, voilà, grosso modo, l'idée c'était de reprendre. Alors, les sources viennent de Data Scientist, qui est un organisme de formation à la data science et qui finalement a fait un descriptif assez clair et assez explicite sur les trois métiers que sont le data engineer, le data analyst et le data scientist. Je termine par le data scientist et ça répondra largement à la question. Donc tel qu'on l'a vu, hein, le data engineer, là l'idée c'est pas de relire, mais c'est plutôt d'identifier les points clés sur cette fiche de poste. On est effectivement sur quelqu'un qui va mettre en place les processus et les outils de collecte, d'organisation et de stockage. Donc voilà, grosso modo, les data engineers, c'est vraiment le premier point d'entrée de la donnée qui va devoir mettre en place les outils pour permettre derrière d'analyser, de récupérer les informations et de faire en sorte que ces données soient exploitables à la fois en les collectant, en les nettoyant et en les plaçant dans des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes de gestion de base de données. Là, sur ces notions de data engineer, on parle beaucoup de méthodes de DevOps. On est sur un profil très informaticien. Généralement, on est plutôt effectivement sur un profil ingénieur sortant d'école d'informatique, qui va être capable de mettre en place les outils techniques et informatiques de traitement de ces bases de données, notamment lorsqu'on est sur des données non structurées, notamment donc, lorsqu'on est sur des données type big data avec énormément d'informations et de données, où là, il y aura besoin de manipuler, et j'y reviendrai plus tard, manipuler des outils techniques et informatiques. Un petit focus aussi, le data engineer est au point d'entrée de la collecte des données. Et notamment en France, il y a des réglementations, notamment liées à la collecte des données personnelles, au respect des droits des consommateurs ou des personnes sur qui on peut collecter les données. Et donc, effectivement, voilà, le data engineer va être très en lien avec les personnes en charge de la protection des données personnelles, du respect de la RGPD, ce genre de choses, et du respect aussi des réglementations liées notamment à l'ANSSI, à l'Agence nationale des systèmes informatiques.
Laurent, je pense que tu vas répondre à la question aussi, peut-être un peu plus tard. On a une question sur savoir quelles sont les compétences les plus recherchées en termes notamment de langage de programmation par les entreprises sur ces types de postes-là. Tout à fait. Ça vient dans 3 slides. Ça marche, faut juste patienter un peu. La réponse arrive. Exactement. C'est bien fait quand même. Mm. Mm. L'aspect d'analyse de données, donc c'est effectivement, voilà, grosso modo, lorsque le data engineer a bien fait son travail, on se retrouve avec des données structurées ou non structurées. Bon, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Merci. Donc effectivement, voilà, l'idée de l'analyste, c'est vraiment de pouvoir exploiter ces données. Hop. Euh, de vérifier la qualité, de faire du nettoyage et derrière de sensibiliser et donner les informations. Donc là, on va être sur des méthodes qui vont être des méthodes statistiques, mathématiques, type avec l'utilisation de données type Power BI, jusqu'à des méthodes et des modèles où ça sera pas forcément l'analyste qui va créer les modèles, mais l'analyste va plutôt utiliser des modèles existants au sein de la société pour pouvoir extraire les informations de ces données. Et enfin, le data scientist. Alors, pour répondre à la question, est-ce que data scientist est un manager? Euh, Pas forcément, et généralement non. Le data scientist est voilà, au sens propre, un scientifique. On va attendre du data scientist de justement travailler sur les modèles, sur les données, mais afin de comprendre les données et de permettre leur meilleure exploitation. C'est une personne qui va être à l'intersection entre des besoins métiers, des critères scientifiques et j'allais dire des critères techniques. Et l'objectif, c'est effectivement de travailler sur le développement de modèles d'exploitation des données pour répondre aux besoins. Donc effectivement, on va parler ici de définition des algorithmes d'analyse, notamment de plus en plus avec des modèles d'intelligence artificielle et j'y reviendrai plus tard sur les différents types de modèles par rapport aux différents types de données, c'est de réaliser de la veille technologique, de la veille scientifique, parce que ces systèmes d'exploitation des données changent jour après jour. Vous avez vu passer dernièrement, enfin dernièrement, ça fait quelques temps que ChatGPT existe. Maintenant, on passe sur du DeepSeek. Voilà, grosso modo, le data scientist a pour but de rester au fait de l'état de l'art. Et c'est aussi pour ça que finalement, les docteurs peuvent se positionner comme sur ces postes de data scientist parce qu'ils ont cette capacité de bibliographie, de veille technologique, de réaliser l'état de l'art, d'être au fait sur des systèmes et des problématiques complexes autour de l'analyse de données. Donc généralement, le data scientist va être le scientifique. Des docteurs peuvent prendre des postes managériaux, de lead data, etc. Mais généralement, quand on voit sur des offres d'emploi et sur les besoins des entreprises des postes de data scientist, généralement, c'est vraiment pour travailler sur les modèles, l'exploitation des données, sur un axe opérationnel et non pas managérial au-dessus, j'allais dire, d'une équipe généralement de data scientists, va être le lead data qui, lui, va être chargé d'organiser le travail des data scientists, des data analysts, pour derrière faire le lien avec les départements et les expertises métiers. Il y a une Est-ce que question. ça répond à la question? Ouais. Ouais, bah déjà, ouais, peut-être effectivement prendre les questions une par une. Donc, a priori, pas toujours manager, en tout cas, le data scientist. J'allais dire même rarement manager, en Ouais. fait. Il y a une autre question, en tout cas, l'expression d'une difficulté plutôt à différencier le data analyst et le data scientist. Tu me dis si, de ce que j'en ai compris et de ce que tu disais, hein, c'est que le data analyst faisait peut-être partie de l'activité du data scientist, c'est ça? Et que, Ouais, et que ça pouvait aussi, que ça dépendait beaucoup des entreprises aussi, finalement.
En fait, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire que data scientist, le data analyst va plutôt être dans Mm. l'exécution de l'analyse et donc prendre des modèles qui sont existants au sein de l'entreprise, voilà, des modèles d'IA, de réseaux de neurones ou d'analyse statistique, et puis finalement, voilà, prendre les données, mettre en application les modèles et réaliser ces analyses par rapport à de l'existant. Le data scientist va être un cran plus dans la science et donc dans l'identification des modèles eux-mêmes avec derrière, in fine, l'objectif d'analyser, donc d'utiliser ces modèles, mais finalement, le scientist va avoir pour but de rester euh, conscient des technologies, de l'évolution des technologies, et de faire évoluer les technologies de l'entreprise pour permettre des analyses de plus en plus fines et de plus en plus approfondies. Sachant qu'effectivement, dans les offres d'emploi et dans ce qu'on peut voir, généralement, il existe cette confusion aussi au sein des entreprises entre data scientist et data analyst. Après, ça va être vraiment la lecture des offres d'emploi, du coup, qui peut venir affiner aussi la Ouais, connaissance, ou en tout cas de ce qui est recherché par l'entreprise à ce moment-là, quoi. exactement. Pour comprendre finalement le besoin de l'entreprise. Est-ce que le besoin, c'est de mettre en application des méthodes déjà utilisées au sein de la boîte pour faire de l'analyse? Voilà, j'ai une offre en cours. On est sur de l'analyse de données énergétiques et finalement, voilà, on a besoin pas forcément d'un data scientist, mais de quelqu'un qui sera voilà, soit issu des mathématiques, soit issu de l'analyse statistique, soit issu d'autres domaines avec cette capacité à utiliser des méthodes d'analyse. Le data scientist voilà, sur lesquels on a pu faire des recrutements, on était souvent sur de la recherche de profils IA, de connaissances des méthodes d'intelligence artificielle, du fonctionnement des réseaux neurones, parfois du fonctionnement de l'IA générative, pour derrière être capable de développer des nouveaux modèles scientifiques. Ok. Est-ce qu'on a répondu à votre question, du coup? Super, merci. Donc, petit graphique qui est assez intéressant parce que ça explique un peu le positionnement déjà du data scientist qui est au milieu des différents axes métiers, entre un axe très mathématique, statistique, algorithmique, un axe communication et donc métier, et un axe d'ingénierie logicielle, ingénierie software. Le data engineer tel qu'on l'a défini, on va voir qu'il est plus entre l'algorithmie et le logiciel, et l'analyste qui sera voilà sur l'utilisation de modèles de modèles existants, de modèles mathématiques, statistiques, algorithmiques et métiers, puisque l'idée c'est d'apporter de l'information au département, au métier, marketing, commercial ou autre. Donc finalement, voilà, ça résume assez bien le positionnement et ça résume aussi finalement l'intérêt que pourrait avoir un docteur sur ces métiers, puisque ça permettrait un positionnement entre un expert métier, cette compétence de traitement et d'analyse sur de l'algorithmie et la manipulation d'outils très techniques autour du logiciel. Une autre question, Laurent. Est-ce que le ML engineer est un data engineer? Oui, même question pour le data miner. Alors, le data miner va se rapprocher effectivement de l'ingénieur data, puisque son rôle sera justement d'aller utiliser, mettre en place des outils de collecte et, entre guillemets, d'aspirer le maximum de données, créer les pipelines de données. Donc, effectivement, voilà, on va dire le data engineer, le data miner vont être en amont de la chaîne sur la collecte et l'aspiration des données pour permettre derrière aux analystes de faire leur métier. Et là, le ML engineer, on sera plus sur un poste d'analyse des données, d'utilisation de méthodes de machine learning
pour aller interpréter et extraire l'information des données qui ont été collectées par les data miners et data engineers. Donc, on va dire ML engineer, data analyst, plutôt en aval de la chaîne sur l'aspect extraction, compréhension des informations et des données, data miner, data engineer, plutôt en amont de la chaîne sur la collecte et la récupération des données. Merci. Quelques outils et j'allais dire euh, quelques liens pour que vous puissiez prendre de l'information par vous-même. Il y a deux études, documents qui semblent intéressants. Déjà, l'APEC qui a fait une étude, alors qui date un petit peu, ça date d'octobre 2020, mais qui est toujours d'actualité sur les différents métiers, sur les compétences recherchées. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher cette étude sur les métiers de la data qui a été réalisée par l'APEC et qui fait un zoom sur les compétences, sur les métiers, sur les besoins des entreprises. Une autre étude qui a été publiée par Kantar, qui date de 2021, qui était sur le futur des métiers de la data dans les grands groupes et qui justement vous permettra d'avoir une bonne visibilité sur les besoins. Et comme je vous dis, voilà, en 2021, 2025, les besoins ont finalement assez peu évolué, si ce n'est peut-être par rapport aux technologies qui sont utilisées. Mais en tout cas, les enjeux autour de la donnée, du côté des entreprises, PME, notamment pour la PEC et grands groupes, pour Kantar, sont toujours exploitables. Sur les mots-clés, donc là, je vous fais peut-être un petit focus sur ce qui revient finalement le plus souvent dans les offres d'emploi et dans les critères et les besoins des entreprises qu'on a pu accompagner. Sur les savoirs, sur les savoir-faire, finalement, on peut les décomposer en quatre grands domaines. Les types de données, notamment de savoir est-ce qu'on est sur des données brutes, notamment dans un environnement industriel où on va parler de données de capteurs, de données sur les objets connectés. Est-ce qu'on sera sur du NLP, traitement automatique du langage, traitement automatique du langage naturel, donc là plutôt une orientation texte, ou est-ce qu'elle sera du format image ou du format vidéo, où là on sera sur une orientation plutôt computer vision, vision par ordinateur. Également les bases de données utilisées. Est-ce qu'on sera sur j'allais dire, du SQL, de la base de données relationnelle ou de la non relationnelle, non structurée, avec des outils qui seront plus spécifiques, type Neo4j qui revient assez régulièrement, MongoDB. Voilà, c'est aussi des interrogations que vous devez avoir et peut-être vous former ou indiquer sur vos CV, sur vos outils de candidature, quel type de données vous avez l'habitude de traiter et quel type de base de données vous avez l'habitude avec qui vous avez l'habitude de fonctionner. Sur les langages de programmation, euh, aujourd'hui, le langage principal autour de la donnée et de l'intelligence artificielle, c'est effectivement Python, avec un certain nombre de bibliothèques, de librairies associées, plutôt orientées machine learning ou deep learning, type TensorFlow, qui est la bibliothèque qui sera principalement utilisée dans le cadre du deep learning. On peut voir demander d'autres langages type Go, le langage de Google. Ça peut être intéressant de vous renseigner, montrer que vous avez une ouverture à la programmation et à d'autres langages informatiques qui peut être intéressant. Euh, Après, d'autres langages type R ou MATLAB dans un environnement d'entreprise, dans un environnement de privé sont quand même assez peu utilisés. Autant MATLAB est un langage, est un outil qui est régulièrement utilisé par beaucoup de docteurs dans le secteur académique.
dès qu'on passe sur le secteur de l'entreprise, on voit que c'est plus du tout utilisé et que finalement les entreprises préfèrent s'orienter vers du Python et donc d'avoir des candidats et des candidates qui savent utiliser ce type de langage. Et enfin, sur l'aspect algorithmique, autour des méthodes et des outils du machine learning, du deep learning, effectivement, voilà, d'avoir des algorithmes de classification, de prédiction, de machine learning, de deep learning autour des réseaux de neurones. Et depuis qu'on existe, on a vu finalement l'évolution des demandes des clients qui, dans un premier temps, était plutôt sur, j'allais dire, des outils statistiques avancés, puis est venu le temps du machine learning avec des algorithmes type SVM, plus proche voisin, ce genre de choses. Puis est venue la période du deep learning avec des réseaux de neurones plus ou moins évolués. Et c'est vrai que ça fait quelques années, on va dire depuis deux, trois ans, où on voit de plus en plus d'entreprises intéressées avec la mode aussi liée à OpenAI et à ChatGPT sur de l'IA générative et sur des problématiques liées au LLM, Large Language Models. Voilà, donc l'idée c'est effectivement en tant que spécialiste de la donnée de votre côté, en tant que futur candidat à un poste de data et en tant que docteur, de montrer que vous restez en veille et conscient de ces évolutions et de pas rester finalement sur d'anciennes méthodes ou d'anciens algorithmes. Claire? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'ai l'impression que c'était plutôt clair. Ah, on a quand Tant même mieux. une question. Hop. Hop, je descends. Comment combiner le métier? Alors, il est spécialisé dans l'optimisation de la recherche opérationnelle. L'idée, c'est de savoir comment combiner ce métier avec la data science. C'est très spécifique. Bah, l'idée, c'est effectivement, voilà, de revenir aux compétences. Et j'allais dire peut-être le reste de la présentation qui est axée sur les compétences répond à cette question. Euh, déjà, là, ce que je souhaitais partager, c'était effectivement, voilà, on a une étude d'Indeed qui mettait en valeur les 12 compétences incontournables du data scientist. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces 12 compétences incontournables, il y en a 6 qui sont liées à du technique, au savoir, au savoir-faire. Donc voilà, ces notions, comme on en a parlé, hein, des langages de programmation, l'aspect stats, probabilité, mathématiques, qui permettent derrière de développer des algorithmes plus ou moins évolué de machine deep learning, l'aspect données, préparation de données, collecte des données, visualisation. Ça, on va dire, c'est ce qu'a identifié Indeed dans son étude auprès d'entreprises sur les compétences incontournables et indispensables pour le data scientist. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des compétences indispensables liées plutôt aux soft skills, aux aspects relationnels, qualité personnelle, donc de la communication, du détail, de la pensée critique. Voilà. En gros, vous avez là le résultat de l'étude sur les compétences du data scientist. Euh, Avant de rentrer dans l'aspect compétences, j'ai souvent la question de la part des docteurs, notamment qui finalement, à partir de leur expertise de thèse, qui est pas forcément une thèse en informatique, en intelligence artificielle, en data, qui me demandent si ils ou elles doivent prendre des formations complémentaires ou qui assistent à des formations type data scientist dont je parlais, ou des MOOC ou Coursera ou ce genre de choses. Après, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai vu, qui est plutôt mis en valeur et reconnu par les entreprises, vont être des certifications des, euh, des providers de services et de cloud. Aujourd'hui, dans le domaine de la data, il y a un environnement qui est finalement celui du cloud et c'est intéressant de montrer que vous connaissez aussi le fonctionnement des services AWS, par exemple,
de Microsoft Azure, qui est un environnement cloud, ou de Google Cloud. Voilà. Si vous voulez montrer que vous avez une reconnaissance, une certification, allez sur l'une de ces certifications-là qui montre votre capacité à traiter, collecter la donnée, mais aussi à travailler dans un environnement qui sera pas uniquement un environnement interne et réseau, mais de travailler avec des outils qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisés par les entreprises qui délocalisent leur stockage de données. On a deux petites questions, enfin pas si petites que ça d'ailleurs. Une première question sur les langages de programmation pour revenir à ce que tu disais précédemment. Quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'il en est du langage Julia? Euh, Julia, je l'ai vu peut-être dans 1%, ouais, 2% des cas d'utilisation de Julia sur ces sujets. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Ça peut arriver, mais généralement, une entreprise qui va travailler ou qui va être intéressée par Julia sera quand même consciente que c'est pas la majorité des candidats qui vont connaître ce langage. Donc je pense que ça fait partie des langages où ça peut être intéressant de montrer qu'on l'a touché, qu'on l'a manipulé, mais rares vont être les entreprises qui vont entièrement développer en Julia comme celles qui vont entièrement développer en Go. Merci. Et il y a une autre question par rapport à ces certifications-là dont tu parles, qui pose la question de savoir est-ce qu'on peut payer ces certifications avec son CPF? Je n'en ai aucune idée. Alors, voilà, moi tout ce que je peux dire, c'est que pour pouvoir aller activer des formations sur un financement CPF, ce qui est important, c'est que les formations, elles soient enregistrées au RNCP. Donc le seul moyen de vérifier cette information, c'est d'aller sur le site francecompétences.fr et de taper le nom des formations qui sont proposées là. Si les formations, elles sont enregistrées au RNCP, vous pourrez les payer avec votre CPF. Parce que voilà, si c'est pas le cas, vous pourrez pas. Merci Paris. Là, je te fais entièrement confiance. De rien. Chacun son domaine de compétence. Exactement. En parlant de ça, la compétence, là, l'idée, c'est effectivement de, de prendre de façon un peu plus générique les compétences que vous, en tant que docteur, vous pouvez développer, vous pouvez valoriser et la façon de les verbaliser. Et peut-être le point à retenir de cette slide, c'est effectivement de dire que la compétence ou les compétences que vous pourrez valoriser, l'idée c'est de les mettre en situation, d'avoir des preuves, de montrer dans quel contexte, dans quelle situation vous avez pu développer tel ou tel type de compétences. On avait la question tout à l'heure sur l'aspect recherche opérationnelle versus ou en lien avec la data. L'idée, c'est de montrer dans quel contexte vous avez développé des compétences qui pourraient être intéressantes pour un métier de data scientist en le raccrochant à votre contexte de thèse ou d'expérience professionnelle et voilà, et que ça soit en lien avec la recherche en opérationnelle, avec la biologie, avec de l'astrophysique. L'idée, c'est effectivement voilà de pouvoir projeter et de montrer dans quel cadre vous avez pu développer et appliquer tel ou tel type de compétences. Sur les docteurs et en termes de valorisation des compétences, je voulais vous partager trois slides que j'ai l'habitude de présenter à mes clients. L'idée, c'est vraiment de montrer en quoi des docteurs ont des compétences qui vont être valorisables sur des métiers de la data, sur d'autres métiers, et de faire prendre conscience de la qualité et de la valeur que peut apporter un docteur, notamment sur des métiers scientifiques tels que celui du data scientist. Déjà, alors ça peut être un sujet en France. Généralement, le terme consacré, c'est celui d'ingénieur R&D. Les postes, voilà, d'un data scientist, on sera souvent sur une formulation de ingénieur R&D data scientist, en ayant tendance à oublier que le docteur, en termes de savoir, de compétences, de méthodologie, est un spécialiste de la R&D.
de montrer que vous disposez d'une connaissance scientifique, technique de haut niveau, experte, certes, du fait du sujet de thèse, du postdoc, ce genre de choses, mais ne pas oublier qu'il y a une vie avant la thèse, ne pas oublier dans vos présentations, lors de la réponse à la première question, présentez-vous, de pas foncer bille en tête sur la présentation de la thèse, limite faire une soutenance une pré-soutenance ou une soutenance de thèse bis, mais de bien montrer la cohérence du parcours et l'acquisition progressive de compétences, de connaissances euh, généralistes par la licence, le master, l'école d'ingénieur, avec derrière un projet plus spécifique qui sera le projet de thèse. Également, montrer que la thèse est une expérience professionnelle. Ça, c'est souvent ce qu'oublient ou ce que ne comprennent pas les recruteurs, les entreprises, que vous avez développé des compétences transverses, transférables à l'entreprise, qui peuvent être intéressantes dans tout type de métier et notamment dans ces métiers autour de la data, du fait de la méthodologie scientifique, cette capacité à faire de la R&D, à travailler en essai-erreur pour développer des solutions ou des pistes, des orientations, la gestion de projets, de problématiques complexes, la capacité à mener un état de l'art. Et on a vu que dans le rôle du data scientist, cet état de l'art, cette bibliographie, le fait de rester dans un environnement changeant, euh, euh, alerte sur les évolutions technologiques est hyper important. La connaissance, la pratique des outils de R&D. On parlait tout à l'heure des différents axes entre les types de données, entre les algorithmes, entre les, les, les systèmes de gestion de base de données. Finalement, voilà, j'allais dire, du côté des docteurs, aujourd'hui, on voit que de nombreux domaines d'activité permettent d'utiliser et de manipuler ces langages de programmation, ces systèmes de gestion de base de données. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes à montrer dans votre CV, dans votre lettre de motivation, dans vos entretiens de recrutement, que vous avez été finalement au contact, même si c'était pas une thèse en intelligence artificielle, vous avez utilisé tous ces outils liés à la manipulation et au traitement des données, et avec cette capacité de communication. Le data scientist, encore une fois, on voyait qu'il y avait un axe communication qui était important, communication avec les experts métiers, avec les clients, la data visualisation. Et finalement, contrairement à une image ou à des idées reçues sur le docteur, on se rend compte que du fait de la participation à des congrès, de la communication en interne au sein des labos, communication souvent interculturelle, il y a cette capacité d'aller travailler avec d'autres personnes, avec des équipes, et d'aller aussi vulgariser. Voilà, genre la science en fait, genre les présentations à des publics non avertis, cette capacité à vulgariser les informations que vous avez à transmettre. Et en termes de savoir-être, si on revient justement aux incontournables du data scientist, on voit que le docteur répond en termes de soft skills, de savoir-être, à un certain nombre de prérequis qu'attendent les entreprises sur ce poste. La capacité d'être créatif, d'avoir de la curiosité, d'aller chercher de l'information, de se former, d'argumenter, de convaincre des publics différents et finalement d'avoir cette motivation, cette passion pour l'innovation. Sinon, effectivement, il y en a un certain nombre qui feraient pas 3 ans, 4 ans de thèse, souvent en étant payé pas forcément au même niveau que on peut être payé dans un environnement d'entreprise. Donc finalement, cet aspect d'avoir cette passion, cette motivation pour l'innovation, pour la recherche et pour la découverte de nouvelles solutions peut être attractif pour les entreprises. Donc finalement, voilà, vous voyez, on revient sur les compétences. Mettez en avant les compétences techniques, les compétences scientifiques que vous avez développées durant la thèse, même sur des sujets qui parfois peuvent être éloignés de l'informatique en tant que telle, de l'intelligence artificielle en tant que telle, mais on se rend compte, et moi je me rends compte dans les discussions et les entretiens que j'ai eus avec des candidats, que finalement les docteurs sur certaines activités
ont ces compétences liées au métier du data scientist. L'un des premiers docteurs en data scientist que j'ai fait recruter était un astrophysicien qui, finalement, dans son activité, collectait les informations des capteurs, des observatoires d'astrophysique sur du big data, parce qu'il y avait des milliers, voire des millions d'images collectées sur l'univers pour pouvoir identifier les nouvelles planètes et potentiellement les nouvelles exoplanètes de demain. Voilà. Clairement, cette personne a été recrutée en tant que data scientist dans une société de cybersécurité. Parce qu'il avait réussi à mettre en avant les compétences techniques et scientifiques dont avait besoin l'entreprise et ses compétences personnelles, ses soft skills, qui sont également importantes dans la prise de poste, dans l'intégration et dans l'évolution au sein de la structure. Quelle heure est-il? Il reste une dizaine de minutes. Là, l'idée, c'était plutôt de vous donner les tendances, les astuces et finalement quelques conseils sur comment vous positionner pour essayer d'atteindre votre objectif de trouver un poste et d'avoir conscience finalement de la difficulté de répondre à des offres d'emploi, de déposer des candidatures, d'envoyer vos candidatures. Finalement, voilà, là, on est sur une tendance du marché de l'emploi et de se rendre compte que finalement, voilà, 25% des recrutements vont se faire voilà, par le biais d'une annonce sur laquelle on va recevoir des candidatures. Ça veut dire que le reste va être plutôt lié soit à de la cooptation ou au fait de trouver quelqu'un en interne, ça sera les 15% tout en bas où on voit qu'on est plutôt sur la candidature interne. 15% qui seront par le biais plutôt de chasseurs de tête, de cabinets de recrutement tels que RD de conseil, où là effectivement voilà l'idée c'est de se rendre visible auprès de ces entreprises de recrutement pour qui c'est leur métier de collecter des CV, d'identifier des candidats pour derrière pouvoir les placer au mieux chez leurs clients. Et quasiment 50% des recrutements vont se faire par le biais du réseau. Donc le réseau, je ne peux que vous conseiller, surtout si vous êtes en thèse, que vous n'êtes pas encore dans une démarche active de recherche d'emploi, de travailler, d'essayer d'identifier des personnes sources dans votre laboratoire, autour de vous, vos amis, vos connaissances, les amis d'amis, etc. pour et même, j'allais dire, par le biais d'outils type LinkedIn, pour essayer d'aller collecter de l'information auprès d'entreprises. Ça vous permettra d'être visible sur le marché, de faire connaissance avec des personnes qui vous connaissent pas et voilà, auprès de qui vous allez finalement parler de votre parcours, de vos compétences, de vos interrogations pour la suite, d'échanger, de recevoir de l'information, d'apporter de l'information et ainsi de développer votre connaissance et des métiers voilà, grosso modo, peut-être d'aller voir quelqu'un qui est data scientist dans une entreprise, qui a été potentiellement ancien alumni de votre laboratoire. Donc là, voilà, aller contribuer au réseau des alumni de Marie et de l'UGA, et effectivement aller prendre de l'information pour connaître son parcours, ses difficultés, son poste actuel, comment il s'est vendu ou comment il a réussi à atteindre tel ou tel type de poste pour ensuite voilà construire votre réseau et puis potentiellement avec ce que vous pourrez apporter avec vos travaux de thèse etc d'aller contribuer aussi à la connaissance de votre propre réseau. C'est fondamental. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide là, dans cette démarche réseau, à me solliciter. Je peux aussi vous aider pour ça. On a une petite question, Laurent, là, sur justement comment le diplôme du doctorat est perçu en France par rapport à l'étranger. Alors, je te lis la question telle qu'elle est écrite, ce sera plus simple. Le diplôme du doctorat est-il mieux considéré à l'étranger qu'en France dans ce domaine spécifique des data science? Dans tous les domaines, j'allais dire, le doctorat est mieux considéré à l'étranger. Alors, ça va dépendre de quel pays, mais on va dire que dans les pays anglo-saxons,
au sens large, y compris Allemagne ou les pays asiatiques, forcément, il y a une meilleure reconnaissance du doctorat. Notamment parce que dans la plupart des pays étrangers, il n'y a pas cette distinction entre des diplômes d'ingénieurs de grandes écoles et le diplôme du doctorat. Donc c'est vrai qu'en France, on a quand même cette spécificité où d'une certaine façon, les ingénieurs, y compris de très haut niveau, vont se destiner à l'entreprise et où les recruteurs vont avoir tendance à considérer que les docteurs sont plutôt des théoriciens qui vont travailler sur des sujets plus fondamentaux de recherche fondamentale, type CNRS, CEA ou sur de la recherche académique. Donc ça, faut en avoir conscience. C'est voilà, c'est une idée, c'est un préjugé qui est assez relativement répandu en France sur les recruteurs, que ce soit en ressources humaines ou en R&D. Après, justement, c'est aussi pour ça qu'il faut revenir sur les compétences, revenir sur ce que vous avez développé en situation, en contexte, et réussir à changer ces images et à montrer que la thèse est une expérience professionnelle durant laquelle vous avez travaillé sur des sujets vous permettant de développer des compétences techniques, des compétences scientifiques, des compétences transversales, transférables, qui vont répondre aux besoins des entreprises. Et justement, c'est la transition sur les quelques outils de candidature un peu classiques et un peu pour conclure notre discussion aujourd'hui, c'est comment utiliser ces outils pour faire prendre conscience au recruteur que vous avez toutes les compétences dont il ou elle a besoin. J'allais dire avant de rentrer sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien de recrutement, si j'ai un message à faire passer, c'est mettez-vous à la place du recruteur, mais essayez de vous projeter et de vous mettre à la place de la personne qui va recevoir votre CV, recevoir votre lettre de motivation ou avec qui vous allez avoir un entretien. L'idée, c'est pas forcément de lui balancer toutes les compétences en disant, voilà, maintenant tu choisis celles qui sont intéressantes pour un poste de data scientist et je te montrerai pourquoi j'ai les compétences. Non, essayez de cibler, d'argumenter et de faire en sorte que ce soit votre CV, que ce soit votre lettre de motivation ou lors de l'entretien, de montrer que vous avez bien compris les fondamentaux, les prérequis du poste et que finalement, dans ce que vous allez montrer, écrire, le recruteur puisse y trouver euh, ce dont il a besoin. Notamment parce que le CV, je vous donne ma propre expérience. Moi, en général, je passe 20 secondes à 30 secondes sur un CV pour me dire oui, je le garde ou non, je ne le garde pas, je le jette ou je le mets de côté. Du coup, l'idée, c'est effectivement plutôt que d'aller marquer dans quel labo, avec quel superviseur, directeur de thèse vous êtes, qui a été le rapporteur de votre jury de thèse, ce genre de choses. Et c'est plutôt d'aller insister sur vos expériences, sur les missions, les projets, les résultats, les outils que vous avez utilisés pour donner de la matière à la personne qui va lire votre CV et qui devra se positionner sur est-ce qu'il fait l'affaire ou pas. Euh, un petit focus sur la photo, vous la mettez ou vous ne la mettez pas, mais la photo doit être professionnelle. On va dire que tout ce que vous mettez dans votre CV a pour but de vous faire obtenir un entretien. Le CV, enfin voilà, et changer de perspective, si vous pensez que le CV, c'est pour vous faire recruter, c'est faux. Le CV, la lettre de motivation, c'est juste pour vous faire aller à la phase d'entretien. Donc la photo que vous allez mettre aura pour but de vous rendre attractif et de se dire et de faire dire au recruteur, oui, potentiellement, j'ai envie de rencontrer cette personne. Oui, potentiellement, je me vois travailler avec cette personne. Le CV doit être aussi court, notamment pour un docteur ou un profil plus junior dans on va dire, 3 à 5 années après après le master. En une page, c'est largement suffisant. Si vous avez besoin de donner des informations complémentaires, vous pouvez mettre des annexes, vous pouvez mettre des liens vers votre profil LinkedIn, vers votre profil ResearchGate, éventuellement faire des informations complémentaires. Aujourd'hui, c'est rare que le recruteur imprime et soit uniquement en version papier, mais on est plutôt sur une version informatique. Donc voilà, vous pouvez tout à fait utiliser des liens qui vont renvoyer vers des annexes. Et une question que j'ai souvent sur le CV, est-ce qu'il faut qu'il soit en anglais ou en français?
Finalement, moi, j'aurais tendance à dire que vous pouvez mettre les deux versions sur un même document. Comme ça, la personne, si elle est anglophone ou francophone, elle pourra lire ce qui lui convient le mieux. Et sur des recherches par des robots ou dans des job boards, selon qu'on utilise des termes français ou anglais, finalement, votre CV sur un seul document pourra ressortir dans les deux cas. Sur la lettre de motivation, euh, alors là, je vous donne ma propre position, mais je pense que c'est assez répandu. Généralement, aujourd'hui, on ne lit quasiment plus la lettre de motivation. Normalement, à partir du CV, on aura une bonne visibilité sur est-ce que la personne répond aux critères, voilà, sur les compétences, sur soft skills ou techniques. Est-ce que pour un poste de data scientist, on va identifier si la personne a développé en Python, si la personne a travaillé sur de l'IA générative, sur des réseaux de neurones, ce genre de choses, dans quel contexte, avec quel type de projet, quel résultat, etc. Donc voilà, le CV normalement doit nous permettre de nous positionner assez rapidement sur la réponse aux critères ou pas. Après, de temps en temps, effectivement, on peut se dire, tiens, je pense qu'il y a quelque chose, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc, je vais aller lire la lettre de motivation pour voir comment le candidat se positionne, a compris le poste et met en valeur son expérience. Du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de pas faire un CV bis. Ce que j'appelle CVB, c'est finalement réécrire par le biais dans la lettre de motivation exactement ce que vous avez déjà écrit dans le CV. Là, l'idée, c'est plutôt de renverser la situation, de vous projeter, d'imaginer les besoins que peut avoir le recruteur et en quoi finalement vos expériences dans telle ou telle situation vous ont permis de développer les compétences qui sont demandées par le recruteur. Et enfin, et ça c'est valable pour le CV, la lettre de motivation, d'éviter les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. Ça peut être rédhibitoire dans un certain nombre de cas. Le CV, on est peut-être sur du 5000 mots, la lettre de motivation aussi, c'est pas énorme, on parle d'une page chacun. Donc si on repère déjà une dizaine de fautes d'orthographe, en termes de, j'allais dire, de qualité personnelle, de rigueur et et de positionnement professionnel, on peut s'interroger. Donc n'hésitez pas à faire relire, à utiliser les outils de correction, etc. C'est hyper important. Surtout aujourd'hui avec les outils comme ChatGPT, c'est très facile hein, de corriger les fautes de français de sa lettre de motivation. Clair. Ou même avec Word, hein. Oui, oui. Bon, des fois, Et j'en ai on, passé quelques-unes quand même. oui. Et enfin, si vous arrivez bah, finalement à l'entretien de recrutement, encore une fois, le CV, la lettre de motivation ont pour but de vous permettre d'aller jusqu'à l'entretien. L'idée, c'est effectivement, voilà, ce que j'appelle le discours compétence du docteur, c'est de pas balancer tout ce que vous avez fait, d'écrire votre thèse en mode soutenance et en finalement en étant assez éloigné des préoccupations, mais au contraire, voilà, de prendre l'information en amont, de savoir à qui vous avez affaire, euh, quel est le poste, quels sont les besoins, pour derrière pouvoir identifier, cibler et et finalement focaliser l'attention du recruteur et sa compréhension sur les compétences qui vont être en lien avec ses besoins. Le fait de répondre aux besoins va lui permettre d'être rassuré, d'être mis en confiance, de penser que vous pouvez être le ou la bonne candidate et de prendre le risque du recrutement. N'oubliez pas, voilà, quel que soit le poste, et sur des postes de data scientist, notamment si vous êtes un docteur avec, j'allais dire, une expertise et un profil qui est soit en réorientation, soit un peu en décalage par rapport aux besoins du poste en tant que tel, ayez quand même conscience que le recruteur va se mettre en risque de vous sélectionner, un risque technique, scientifique, parce que voilà, si vous répondez pas suffisamment aux besoins opérationnels du poste, ben, tout le monde aura perdu son temps. Un risque humain, parce qu'il y a une notion d'intégration dans l'équipe, de bon fonctionnement, en bonne intelligence avec l'équipe qui est important. Un risque financier, parce que recruter quelqu'un, le former et potentiellement rompre la période d'essai au bout de quelques mois, ça coûte de l'argent. Donc l'idée, c'est que vous ayez bien conscience de l'ensemble de ces risques et que finalement vous ayez votre discours en termes de compétences, en termes
de, de, de savoir-faire, de compétences transférables et de capacités d'intégration qui rassurent le recruteur. Et ça, ces compétences, ben, finalement, c'est donner la preuve par l'exemple et de montrer en quoi vous répondez à ces attentes du fait de votre parcours de formation avant la thèse, pendant la thèse, après la thèse. Je voulais conclure sur cette image. J'allais dire, voilà, cette étagère, c'est l'ensemble des compétences que vous pouvez actionner euh, pour durant votre thèse. L'idée, c'est d'aller choisir, notamment sur ces postes autour de la data, d'aller choisir les 4, 5, 6 dossiers qui sont importants et de les exprimer aux recruteurs pour qu'ils puissent voir en quoi vous répondez à ces besoins et aux besoins du poste. Merci Laurent. Il y a une dernière question là, en tout cas à laquelle on n'a pas répondu, de savoir est-ce que c'était nécessaire d'avoir une expérience de postdoc pour réussir à intégrer le monde de la data. Alors, généralement, j'ai la question à l'envers, de ce qui est plutôt, est-ce que si on fait un postdoc, on se prive de toute possibilité de continuer dans l'entreprise? J'allais dire, ça, c'est la façon dont vous allez exprimer ce postdoc et vos expériences postdoctorales. On peut très bien trouver un poste de data scientist juste après la thèse, parce que la thèse donne la possibilité de développer un certain nombre de compétences. Le postdoctorat permettra soit d'approfondir les compétences développées pendant la thèse, soit de les élargir, d'ouvrir des perspectives vers d'autres sujets autour de la data ou pas. Encore une fois, voilà, chaque expérience que vous aurez devra être valorisée selon le besoin que vous percevez, que vous projetez, que vous imaginez sur le poste en question. Une autre question, est-ce que pour les métiers de data science, il y a souvent une période de formation par le recruteur ou l'entreprise pour l'intégrer? Ça peut arriver. Alors, on va dire si le recruteur cherche un data scientist, forcément, il cherche quelqu'un qui sera un peu plug and play et qui aura déjà les compétences initiales pour prendre le projet en main, comprendre le projet. Donc, j'allais dire, c'est quand même rare, surtout quand on recrute un docteur à ce niveau de responsabilité, où il y a une phase de formation intégrale sur le métier de la data science. Après, on parlait par exemple tout à l'heure de Julia. C'est vrai que des fois, certaines entreprises utilisent des outils un peu spécifiques, voire propriétaires ou exotiques. Et donc, il peut arriver effectivement une phase d'appropriation et de formation pour travailler plus spécifiquement sur les outils. Mais par contre, voilà, faut pas espérer arriver en disant je souhaite être recruté sur un poste de data scientist, ça m'intéresse, mais je sais pas développer en Python et j'y connais rien aux méthodes d'intelligence artificielle ou d'analyse de données, mais j'espère que vous allez me former pendant 6 mois ou un an. Non, là ça fonctionnera pas. Une question sur le salaire. Est-ce que alors, la question du salaire n'a pas été abordée pour répondre à la question et du coup j'imagine que la question c'est de savoir à quel niveau de salaire on peut prétendre sur des métiers de la data science. Alors j'aurais tendance à dire ça dépend beaucoup de la localisation géographique. Deux, le type d'entreprise. Est-ce qu'on est sur une petite entreprise ou sur un grand groupe? Est-ce qu'on est sur une start-up qui vient de lever des millions d'euros ou sur une entreprise qui est plutôt en financement sur fonds propres? Ça dépendra j'allais dire, de l'expérience aussi des candidats. Est-ce qu'on est sur un docteur, ingénieur qui a fait sa thèse en intelligence artificielle sur un sujet spécifiquement intéressant pour l'entreprise, ou est-ce qu'on est sur une forme de réorientation vers le métier de la data? De façon un peu générale, j'aurais tendance à dire qu'un profil de jeune docteur en data science un peu junior, on sera autour des 45 000 euros, entre 40 et 50. Après, j'ai eu des profils de ingénieur polytechnicien avec thèse en IA et postdoc de 2 ans
qui a été recruté à 65-70K par une entreprise, par une startup. Donc voilà, c'est très variable, mais on va dire autour des 45 plus ou moins sur un profil un peu plus junior. Dans la région de Grenoble, du coup. Euh, C'est ça. Général, j'allais dire Moi, qu'on la est région plutôt à sur Paris. du 45-50 à Paris, Ouais. sur du 42-45 en région, donc Grenoble, Lyon, Bordeaux, Toulouse, voilà. Ok, merci. 1000 annuels bruts. On parle en annuel brut. Ça marche. Est-ce qu'il y a... Alors pour l'instant, on a traité toutes les questions qui étaient déjà dans le chat. Est-ce que, il y en a d'autres? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en tout cas à les noter. On a encore quelques minutes à vous consacrer. En tout cas, moi, j'ai trouvé déjà ça très riche en informations. Ça me paraît déjà beaucoup plus clair, personnellement. T'as vu, c'était tellement bien construit qu'on répondait aux questions après, directement Mm. après. Bon. N'hésitez pas à nous dire, voilà, si vous avez un retour. En attendant là, si, que d'éventuelles dernières questions arrivent, juste j'en profite pour vous dire que viens de vous envoyer par mail un lien vers un questionnaire pour que vous puissiez nous faire un petit feedback sur le webinaire, ce que vous en avez pensé. Donc, c'est toujours important dans le cadre de l'amélioration de nos services, mais aussi du maintien, tout simplement, de nos services, d'avoir un retour pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, etc. Donc, si vous pouvez juste prendre 2-3 minutes pour y répondre, ce serait chouette. Du coup, il y a deux questions là, de savoir est-ce qu'il y a des conseils particuliers que tu aurais à donner pour rester à jour dans ce secteur-là? Là, j'aurais tendance à dire que vous savez sans doute mieux rester à jour que moi. Enfin, voilà, l'idée, c'est de maintenir votre démarche scientifique, la méthodologie qui est voilà, d'être au fait de l'état de l'art, de regarder ce qui se fait, de rester au fait des actualités scientifiques, etc. Et finalement d'avoir cette démarche de R&D, cette démarche de méthodologie du docteur et du doctorant pour essayer de rester à jour, effectivement, et de montrer que vous restez à jour. Voilà, ce qui a pu pêcher, et ça, c'est peut-être le conseil que je peux donner, hein. Ce qui a pu pêcher dans certaines candidatures et certains candidats et certains profils que j'ai vus, c'est que voilà, des candidats, notamment en thèse, qui commencent leur thèse il y a 3 ans, finalement sur un sujet d'actualité, hein. Il y a 3 ans, effectivement, c'était l'état de l'art, et sur certains sujets d'intelligence artificielle, ça évolue très vite. Et effectivement, lorsqu'ils arrivent au bout de leur thèse, au bout des 3 ans, 4 ans, ben le sujet a un peu évolué. Donc eux ont développé leur expertise sur une problématique et une thématique très spécifique. Après, ce qui a manqué dans certains profils et sur certains entretiens, c'est que quand on leur demande de sortir de leur expertise et de parler finalement de ce qui est sorti plus récemment, genre sur la dernière année, et ben ils avaient tellement des œillères sur leur domaine d'activité qu'ils n'avaient pas eu cette curiosité d'aller chercher ce qui se fait sur d'autres algorithmes, d'autres langages de programmation, etc. Et finalement de se dire, ben ouais, de conforter l'image du docteur qui s'est hyper spécialisé sur un seul domaine, une seule technologie, et qui en a oublié sa curiosité, sa capacité à se tenir au courant des évolutions technologiques. Faut rester ouvert et curieux. Une autre question, du coup, sur comment prendre contact avec RD2 Conseil. On a un site web, euh, voilà, grosso modo rd2conseil.com. Vous pouvez aller regarder les offres d'emploi en cours, envoyer des candidatures spontanées. Voilà, grosso modo, via le site, il y a la possibilité de prise de contact. Et donc, je vous invite à ne pas hésiter à déposer vos CV si vous êtes en recherche d'emploi ou aller postuler aux offres, pardon, aux offres qu'on peut avoir. Et est-ce qu'on peut trouver des stages avant de se lancer?
Bah, oui, j'aurais tendance à dire effectivement si vous avez possibilité de de trouver un stage. Alors, derrière stage, je veux dire convention de stage, je veux dire formation en lien avec l'entreprise, ce genre de choses. Mais des fois, effectivement, la réorientation nécessite d'avoir un premier pied dans l'entreprise et donc de réaliser une première expérience, soit de mise en situation professionnelle telle que peut le proposer l'APEC. Ou d'avoir un stage pour mettre un pied dans une entreprise et commencer à traiter des problématiques de data science. Ouais, il y a des possibilités de trouver des équivalents de période d'immersion, en tout cas de une semaine, 15 jours, 3 semaines, en tout cas pour avoir un premier vue sur le sujet. Après, le dispositif à aller chercher va dépendre de votre situation, du type de votre contrat doctoral. Donc, en fonction de votre situation, on peut aller chercher un dispositif ou un autre, mais il en existe quelques-uns en tout cas qui permettent de pouvoir faire un stage, soit pendant son doctorat, soit juste après, pour pouvoir mieux connaître un secteur d'activité en tout cas. De rien. Euh, Y a-t-il d'autres questions? Bon, j'ai l'impression qu'on a quand même déjà pas mal fait le tour de pas mal de sujets. Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter qui te viennent, Laurent? Et on est dans le timing. Ouais, Non, voilà, l'idée, c'est effectivement, j'allais dire, de, alors, de pas désespérer. La recherche d'emploi, de toute façon, est une compétition. C'est compliqué de travailler le réseau parce que finalement, répondre à une candidature, j'allais dire, nous, on est un cabinet spécialisé sur les docteurs. Comme je vous disais, on publie régulièrement des offres d'emploi, notamment sur des postes de data scientist. Quand on publie une annonce pour avoir des candidatures, on reçoit, j'allais dire en moyenne 100 à 150 CV, dont 70% vont être des docteurs par semaine. Donc, j'allais dire, soyez conscients que à partir du moment où on est dans les 25% du marché visible de publication d'une offre d'emploi, il y aura énormément de monde qui va postuler. D'où le fait de travailler en amont le réseau, de s'informer, de se faire connaître, d'être visible, de prendre de l'information pour derrière, voilà, pouvoir bien euh, finalement bénéficier de ce marché caché. Et c'est toujours plus facile pour une entreprise, pour un recruteur qui cherche à renforcer son équipe, d'aller chercher la personne avec qui il y a déjà eu un premier contact et qui semble avoir les compétences, que d'aller poser une offre et de se dire, bon bah voilà, j'attends de voir ce que ça donnera en termes de réponse et de CV, quoi. un côté très rassurant de l'embauche par le réseau, en fait. Exactement. Mm. Par le réseau, la cooptation, enfin voilà, se faire connaître. Et si vous avez un directeur RH qui cherche un data scientist et et que son copain de la R&D ou du marketing dit ah bah je connais quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un par le réseau, etc. Qui me paraît bien, c'est oui, ça rassure. Mm, mm. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Laurent. Je pense qu'on va clore le webinaire là pour aujourd'hui. Donc, Parfait. il est enregistré. Donc, pour ceux qui veulent le revoir, il sera disponible en replay sur la page des webinaires du site PhD Alumni. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à prendre contact avec moi directement par le biais de l'adresse mail du PhD Career Center ou bien directement avec Laurent donc via le site RD2 Conseil si vous le souhaitez. Et en tout cas, voilà, moi je vous souhaite une bonne continuation à tous et puis surtout une bonne après-midi. Merci à tous, merci Marie et puis à bientôt. Alors attends, parce qu'il y a une dernière question sur le fil, de savoir est-ce que le diaporama sera disponible, mais je pense que du coup je pourrais, tu me l'as envoyé le diaporama, si tu es OK, je l'enverrai Aux participants. aux Ouais, sans participants. souci. Ça marche. Voilà, bon après-midi à Bon tous. après-midi, au revoir.